Bonjour à tous et bienvenue dans notre humble studio. Pendant une heure, nous passerons en revue les événements de la semaine. On va parler de SAMU social encore, de renouvellement parfois, de bonne gouvernance toujours. Pour analyser et commenter tout cela, deux invités politiques, jeunes, et quatre experts. Il y a d'abord le journaliste d'Immersion pour le Vif, il est prof aussi, bonjour Nicolas Roisin. Bonjour. Elle dirige les pages bruxelloises de la DH, bonjour Pauline de Glume. Bonjour Jean-Jacques. Il l'ouvre Trégan à la fois sur Brussels Life et dans Pan, bonjour Pierre Chaudoir. Bonjour Jean-Jacques. Elle conspire contre les conspirationnistes, elle est prof de rhétorique à l'ULB, bonjour Emmanuel Damblon. Bonjour Jean-Jacques. Alors le SAMU social a donc sa commission, elle va démarrer mardi, mais en attendant, la commission des affaires sociales s'est muée déjà en pré-commission d'enquête, reportage Jean-Christophe Peuzès. Plus de 4 heures de débat et des questions en pagaille sur la gestion du SAMU social et les rémunérations octroyées. Et tant la majorité que l'opposition soulignent l'opacité de l'institution qui fonctionne pourtant avec 98% de subsides publics. Ça fait 15 ans que le SAMU social, c'est les champions de l'opacité. 15 ans que les mandataires socialistes présents dans cette structure refusent de rendre des comptes. Le SAMU social est une institution qui s'est considérée au-dessus des lois. Au-dessus des lois, et ce, pas depuis hier. Ça fait des années que c'est comme ça, mes chers collègues. Alors, dans ces conditions, s'interroge l'opposition, pourquoi avoir augmenté ses missions et doublé son budget depuis 2014 ? Comment est-ce que vous avez pu renouveler chaque année des importants subsides pour le dispositif hivernal et pour d'autres éléments sans opérer aucun contrôle complémentaire? À cette question, le gouvernement répond que le SAMU social était le partenaire naturel dans la prise en charge des sans-abri. Il confesse des relations extrêmement difficiles entre la région et le SAMU et la mise en place par celui-ci d'un véritable système pour éviter tout contrôle. Des ministres qui refusent que l'on dise qu'ils ont tardé à réagir face à cette situation. Jamais un gouvernement bruxellois, alors que le SAMU est un opérateur depuis des années, n'avait contraint le SAMU à un contrat de gestion aussi précis, à l'envoi de commissaires de gouvernement pour contrôler ce qui s'y passait par rapport à ces deniers. Le gouvernement était informé complètement, mais dans les limites de ses compétences. Et donc, ni plus ni moins, nous n'avions pas vocation à contrôler ni l'utilisation des dons privés, ni l'utilisation des financements par l'État fédéral. Cette première réunion n'était que le prélude à la commission d'enquête qui débutera ses travaux la semaine prochaine et qui permettra sans doute de lever de nouveaux lièvres. Alors Nicolas Roisin, qu'en retenez-vous ? Écoutez, beaucoup de choses. La première chose qu'on doit dire, c'est qu'une fois de plus, l'image des politiques, de manière générale, va être totalement écornée, parce que vous avez des gens qui ont pris, peut-être pas encore vraiment détourné, en tout cas, qui ont utilisé de l'argent qui était pour les plus démunis à des fins privées, en tout cas pour mettre dans leur poche, sans compter qu'on a vu les derniers jours qu'il y avait du népotisme, c'est-à-dire qu'il y avait les enfants de certains grands politiques qui avaient travaillé également au SAMU social. Donc voilà, moi c'est une forme de dégoût, pour être tout à fait honnête en tant que citoyen. En tant que journaliste, on suit ça en se disant qu'est-ce que ce sera demain, ailleurs et qui. Autre journaliste, autre avis, Pauline de Glume ? Non, pas spécifiquement un autre avis, mais je trouvais que dans ces premières auditions auxquelles on a pu assister, c'est vrai que c'était quelque part encore pire que ce qu'on avait imaginé, même en lisant le premier rapport des commissaires au gouvernement. De manière très précise, on a vu comme ça toutes les tentatives qu'ils avaient faites. Donc déjà, ils avaient voulu avoir des administrateurs, ils n'ont eu que des commissaires au gouvernement. Et puis, c'est daté, on voit qu'ils ont demandé d'assister aux réunions, de recevoir des ordres du jour, que ça reste sans réponse, que très vite, ils avaient eu une lettre... aussi du cabinet Utendag pour dire non, vous ne pouvez pas avoir des administrateurs. Il y a eu cette phrase aussi quand la ministre Frémaux a dit que M. Mayer lui avait dit vous ne mettrez jamais un pied au SAMU. Donc voilà, c'était frappant de voir comme il y a eu cette résistance dès le départ pour ne pas être contrôlé. Et donc ça aurait dû mettre la puce à l'oreille peut-être plus tôt. Pierre Chaudoir ? En tant que citoyen, on a envie de restaurer du goudron à des plumes, franchement. Un citoyen ferait ça dans une société civile, il va en prison. Ici, ça doit être tolérant, zéro, pointé, zéro. À partir du moment où on parle de social et des gens qui sont en difficulté, sont très fiers de dire qu'il y en a 76 SDF qui sont morts dans les rues, mais là, c'est juste insupportable. Donc ça doit être tolérant, zéro. On entend le discours de Céline Frémaux, on est surpris. On entend celui de Rudy Vervoort, on est surpris aussi. Il y en a une qui dit tout est contrôlé, l'autre qui dit on est contrôlé dans la limite de nos compétences.
Les compétences de Rudy Verboten étant celles qu'elles sont, on n'est pas inquiet, mais c'est là où ça doit intervenir. Et je crois que nous avons un rôle citoyen vraiment important, sans créer de potence sur la grande place. Mais là, c'est grave, très grave, et vraiment très grave. Emmanuel Damblon. Oui, moi je voulais rebondir sur l'expression de Nicolas qui parlait de dégoût et revenir au sens premier de corruption, parce que ça me paraît tout à fait pertinent en l'occurrence. C'est-à-dire que quelque chose est dégradé profondément dans la fonction, comme on parle d'une viande avariée, et donc en effet ça inspire une sorte d'horreur et de dégoût. Et je voudrais ajouter que par rapport à ça, l'humour, parce que nos humoristes ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient sur les antennes radio, aurait été un antidote, mais je trouve que la façon dont les membres du PS ont réagi de façon encore plus indigne à ces miroirs tendus avec humour sur eux n'a fait que dégrader encore l'image de la fonction. Là, vous faites allusion au sketch d'Alex Vizorek sur la première et la réaction peu enjouée de Laurette Onkelings. Voilà. On va demander à nos invités politiques d'entrée, il s'agit de 2 jeunes invités politiques qui nous rejoignent. Alors tout d'abord, nous avons David Wetzmann, qui est conseiller communal et maire à la ville de Bruxelles. Et il est le potentiel nouvel échevin et maire à la ville de Bruxelles, mais il ne peut pas le dire. Et il fut président des jeunes et maires il y a quelques années. Yannick Piquet, lui, est président pour l'instant de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes. Et il est également président de la plateforme Logement étudiant. Merci à tous les deux d'être venus d'abord. Je voulais avoir des gens de nouvelle génération pour parler de ces problématiques de cette semaine. Et on va commencer peut-être par vous, Yannick Piquet, puisque là, vous êtes le socialiste ici un peu... ça doit être un peu plus dur pour vous d'être là parmi nous. Comment vous avez vécu cette saga, ce feuilleton horrible du SAMU social ? Bonjour, d'abord merci de l'invitation. La saga du SAMU social a été particulièrement dure en tant que socialiste, en tant que jeune militant bruxellois qui s'investit. Et ça a été partagé par beaucoup de militants au sein de ma fédération. Ça a été à répétition, tout le temps, des nouvelles qui sortent les unes après les autres. Ça n'a pas été simple. Chaque nouvelle pas fini. Empirant l'autre. C'est d'ailleurs effectivement pas fini. Donc voilà, ça a été très compliqué. Nous, on a porté quelques actions au sein de nos instances, notamment au bureau de la Fédération bruxelloise du parti. Et on continue à essayer d'avoir un droit de parole là-dessus et d'agir. Ça, on en reparlera. Mais sur les agissements eux-mêmes, pour vous, c'est une surprise ? Ou bien c'est des choses dont vous vous doutiez Non, enfin, nous, on n'est pas vraiment aux manettes, donc on n'est pas au courant de ce qui se passe dans les arrière-cuisines, si je peux dire ça comme ça. Mais non, on ne se doutait absolument pas que ça, c'était possible, surtout après le séisme qui avait entraîné les précédentes affaires, notamment Publifin et autres. Maintenant qu'il y a des enquêtes judiciaires et autres qui ont été lancées, on verra jusqu'où la faute va. La faute morale et éthique, elle a été claire. Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire autre chose, que ce soit au Parti socialiste ou que ce soit largement en dehors. Maintenant, il faudra voir si la faute judiciaire est aussi avérée. Voilà. David Wetzmann, alors vous êtes au conseil communal de la ville de Bruxelles. Donc vous avez vécu notamment cette scène incroyable du conseil communal où Pascal Perretta est venu s'expliquer. Comment avez-vous vécu, vous, cela avec délectation Bonjour d'abord, et puis un grand merci aussi pour cette invitation. Certainement pas avec délectation, parce que finalement, c'est une mauvaise image pour l'ensemble des politiques. Et le coup de gueule que j'ai eu à un moment donné, c'était le fait de dire que malheureusement, on oublie que la grande partie des mandataires, à quelque niveau qu'ils soient, ils s'engagent quand même pas mal, et parfois d'ailleurs sans rémunération. Et non, évidemment, donc pas du tout avec délectation. On a eu un peu aussi une surprise, évidemment, puisque le SAMU social, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne dépend pas de la ville de Bruxelles. Et malgré ça, la personne la plus incriminée a fait une justification, en tout cas est venue avec toute une série d'éléments. Bon voilà, on en a pris note, on a écouté, et au sein du MR, on a réagi. On est en partenariat avec les socialistes à la majorité de la ville de Bruxelles, donc c'est évidemment pas avec plaisir, au moins pour 2 raisons. 1, parce que c'est une mauvaise chose pour la politique de façon générale, et 2, parce que ça remet aussi en cause, ça remet la majorité en difficulté, en tout cas dans la façon de travailler. Donc.
Oui, on a souvent entendu aussi qu'on critiquait le MR parce que comme il est en majorité avec le PS à la ville de Bruxelles, il n'osait pas trop se plaindre. Il n'était pas à la pointe de la lutte contre Yvan Mayer. Il n'y avait pas une lutte contre Yvan Mayer, c'est certainement pas. Donc il y a eu à un moment donné un événement qui s'est passé. Il y a eu une réaction des différentes instances du MR, parmi lesquelles évidemment clairement le MR de la ville de Bruxelles. Maintenant, quand on est en majorité, il y a toujours deux temps. Il y a un temps d'abord ensemble pour discuter, probablement d'abord au sein du collège, puis il y a eu un temps au niveau du conseil communal, puis il y a eu des justifications qui, pour nous en tout cas, n'étaient pas claires. Et donc il y a eu une réaction, et notamment d'Alain Courtois, notre tête de liste. Donc clairement, on ne peut pas transiger avec certains principes. Et le MR, je pense, est à la pointe sur les réflexions et les projets sur la bonne gouvernance. Et d'ailleurs, on est en train, je pense, d'essayer de réformer toute une série de choses à l'intérieur des instances de la ville de Bruxelles. Mais justement, quand on parle ces derniers jours d'un conseiller, d'un MR, M. Pourtois, qui a 100 000 euros de revenus bruts annuels en mandat d'hiver, il a d'ailleurs annoncé qu'il allait démissionner de tout cela. Là aussi, c'est une surprise. Vous dites, ah, ça, on ne l'avait pas vu venir, celle-là ? Mais il faut un peu analyser le problème avec un peu de méthodologie quand on parle des mandats ou des structures. Donc, premièrement, est-ce qu'on doit réfléchir au niveau du salaire ? On doit réfléchir au niveau de la transparence, parce que vous ne cessez de parler de bonne gouvernance, mais la bonne gouvernance, c'est de la transparence. On doit réfléchir au niveau du temps qui est disponible, et puis peut-être même au niveau de l'efficacité. Il y a une efficacité personnelle. Est-ce que moi, je suis capable, moi aussi j'ai des mandats, est-ce que moi, je suis capable d'être dans un conseil d'administration ? Est-ce que j'ai de la formation ? Et puis il y a aussi une efficacité au niveau des structures. Est-ce qu'on est obligé d'avoir autant de structures ? La réponse est clairement non. Est-ce qu'il y a des structures qu'on ne doit pas réformer ? Est-ce qu'il y a des structures qu'on ne doit pas privatiser ? Et donc tout ça, ça doit se faire. Pour l'intéresser, il y a certainement eu un travail, et pour connaître la personne, je sais que le travail a dû être excellent. Est-ce que les rémunérations étaient trop importantes ? Je le pense clairement. Est-ce que j'étais informé ? Clairement pas du tout, et la plupart des gens du MR de la ville de Bruxelles n'étaient pas informés. Parce qu'on retrouve exactement la même structure que finalement que dans le SAMU social, quoi. C'est à chaque fois un CA, et c'est assorti d'une sorte de bureau exécutif avec des montants forfaitaires importants, et c'est le cas finalement de beaucoup d'ASBL de la ville. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup ému du SAMU social parce qu'il y a cette finalité-là. On se rend compte que c'est bien plus large avec pas du tout, et que ça ne concerne pas du tout que des mandataires PS. C'est un système, et c'est tout ce réseau d'ASBL autour de la ville, tout ça. Donc c'est vrai qu'en février, il y avait le cadastre qui avait été annoncé. Et voilà, comme vous dites, est-ce qu'il faut garder des choses comme la SABH, là, la Société Anonyme d'Habitation Bruxelloise, qui avait été créée à une époque pour reloger des gens expropriés, je crois qu'on a fait la jonction Nord-Midi, tout ça. Donc est-ce que cette réflexion, vous pensez qu'elle va vraiment avoir lieu de manière complètement... Est-ce qu'on va faire le nettoyage de toutes ces ASBL ? Mais ce n'est pas du tout une réflexion qui porte que sur la ville de Bruxelles. Moi, je suis le président du foyer Laquenois, on va peut-être en parler tout à l'heure. Comme président du foyer Laquenois, j'ai toujours fait la plus grande transparence, je suis payé 950 € brut par mois. J'ai un bureau où il y a aussi un forfait, je pense que la plupart des membres du bureau gagnent 450, et on a un conseil d'administration, ils sont payés au champ de présence à 75 €. C'est de nouveau la même structure. Par votre question, vous donnez l'impression qu'il y a un système propre à la ville de Bruxelles. C'est pas du tout ça. On peut remettre en cause tout le système de la région, tout le système des mandats dérivés, et personnellement je trouve que c'est une bonne réflexion. On peut réfléchir, est-ce qu'un mandat dérivé doit être rémunéré, oui ou non ? À quel niveau est-ce qu'il doit être rémunéré ? En fonction de quel travail ? En fonction de quelle responsabilité ? Et une responsabilité civile et pénale, tout ça on peut en discuter, mais il ne faut pas donner l'impression que c'est propre à une structure ou propre à la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles a été le dernier à remettre son cadastre qui avait été demandé ça, je ne sais pas. Et donc c'est vrai qu'il y avait énormément, là on a pu voir ce cadastre, et le CHU Bruckmann, c'est tous les hôpitaux de la ville, c'est énormément de structures, donc c'est normal que pour l'instant ils ont été les derniers à le remettre. Il y a des sommes justement annuelles de 32 000 € au CHU Bruxelles, donc cette structure qui... Je l'ai lu, je l'ai vu d'ailleurs, je pense dans votre journal, j'ai été surpris hier. C'est des structures dont on n'a jamais quasiment entendu parler. Ça a été vraiment compliqué de voir c'est quoi, tiens, le FUB, CHU, BXL. Est-ce que vous avez, Yannick Piquet, vous avez aussi un mandat, un seul mandat en plus Oui, j'ai un seul mandat, dont je suis très fier d'ailleurs. Oui. Je suis administrateur à la Société régionale du logement bruxellois. Voilà, mais donc dans ce cas-là, quand on vous donne ce mandat, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous vous renseignez sur comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est un vrai boulot ? Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé très concrètement ? C'est peut-être l'occasion de l'expliquer à tous. En fait, il faut bien sûr pas rentrer dans, à mon avis, une espèce de chasse aux sorcières et de vouloir mettre sur un pilori toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, détiendrait le moindre mandat partout. Ça, à mon avis, c'est quelque chose d'important.
Ensuite, moi, en tout cas, si la Fédération bruxelloise du Parti socialiste a décidé qu'il fallait m'envoyer dans ce mandat, c'est à mon avis principalement parce que j'ai des compétences en termes de logement et en gestion de logement, vu que c'est ce que je fais dans mon cadre professionnel. Et il y a, à mon avis, aussi un double axe, c'est-à-dire que si on n'envoie jamais de jeunes dans les structures qui existent, notamment dans les structures publiques, leur parole ne peut jamais être portée. Alors je pense pas, moi je suis pas un adepte du dégagisme ou du jeunisme par essence. Je pense qu'il y a des idiots partout et des corruptibles partout. C'est pas ça que ce soit chez les plus jeunes ou que ce soit chez les plus vieux, mais il faut, à mon avis, que dans un paquet de structures régionales ou de structures communales, on puisse envoyer aussi des jeunes élus, des jeunes non élus quand il s'agit de mandats dérivés, enfin en tout cas de mandats de désignation plutôt. Et voilà. Et à ce titre-là, moi je suis très très fier d'avoir été envoyé à la SLRB, surtout que le logement social, c'est un engagement pour moi extrêmement important, que ce soit la construction de logements sociaux ou la rénovation du parc existant. C'est quelque chose que je trouve vraiment essentiel à la région bruxelloise, puisque en dehors maintenant des questions de gouvernance, un de mes premiers engagements, c'était l'encadrement des loyers. C'est un engagement pour lequel j'ai milité dans toutes les structures dans lesquelles je suis. Et je vais vite terminer là-dessus. Mais ces genres de mandats-là sont des mandats généralement très peu rémunérateurs. Moi, pour rien cacher, c'est à hauteur de 60 € par mois. Ce sont des mandats où il faut travailler beaucoup, parce que ce sont des dossiers complexes qu'on n'aborde pas comme ça n'importe comment. Par contre, juste pour revenir sur la question de la capacité, je pense juste pas qu'il faille uniquement des gens capables. Je pense qu'il faut qu'on puisse former des gens pour les rendre capables parce que si on ne prend que des gens capables, alors on exclut forcément du spectre politique tout un tas de personnes qui devraient pouvoir avoir le même accès à ce spectre politique que d'autres. Ouais, tant qu'on dit, on va continuer sur ce chapitre de la gouvernance. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut? Yann Piquet, on va vous demander à vous d'abord. Mandat unique, décumul intégral? Donc, ce que les jeunes socialistes bruxellois... Elio Di Rupo, ce qui est intéressant, c'est que donc la Fédération bruxelloise jeunes socialistes, de nouveau, je reviens avec ça, nous on est sortis sur le décumul des mandats avec une carte blanche en février. Donc, alors maintenant, ça a été accéléré, on en est très content, c'est une position qu'on défend depuis des années. Cette carte blanche est sortie à un moment où on a estimé que c'était propice qu'il y ait une parole militante forte des jeunes là-dessus. Maintenant, le débat a été engagé non seulement au sein du Parti socialiste, mais je pense qu'il va être engagé à un moment ou à un autre dans d'autres partis. Et d'ailleurs, j'appellerai à un moment, une fois que je serai sûr que chez nous ce sera clair, j'appellerai sûrement les autres formations des jeunesses politiques à au moins plaider en interne chez eux pour ça. Chez vous, c'est pas très clair justement au niveau du PS, c'est pas clair. Ce sera clair début juillet au Congrès. Oui. Donc quelle est la position des jeunes? C'est décumul intégral dès 2018, c'est ça? C'est le décumul intégral entre les fonctions parlementaires et les fonctions exécutives au niveau local. C'est un décumul intégral. Et il y a d'autres mesures qui vont s'accompagner, notamment en termes de plafonnement des rémunérations. J'aime pas trop le terme gouvernance, c'est un terme qu'on utilise beaucoup qui veut pas dire grand-chose. Par contre, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est la culture et la pratique politique. Je pense qu'il faut un changement de culture et de pratique politique générale, en dehors, qui dépasse largement le spectre du Parti socialiste. Ça doit vraiment aller plus loin. Et nous, on va plaider pour ce changement-là, mais on va évidemment... je ne vais pas vous détailler toutes les mesures que le bureau des jeunes socialistes a pris, mais on voudrait d'abord les présenter dans nos instances internes, puisqu'on y a une voix. Donc, on va quand même respecter les formes et les présenter dans ces instances d'abord. Pour la forme, OMR, David Weissman, qu'est-ce que vous portez, vous, comme option? On ne parle pas de décumul intégral OMR. Ah non, mais au OMR, on est cohérent et on est sur la même ligne depuis plusieurs années, parce que d'ailleurs, on a déposé des textes qui, d'ailleurs, malheureusement, n'ont pas été votés par le partenaire ici sur la table, le partenaire socialiste de façon générale. Donc c'est toujours le même manque de réflexion. Le temps, le salaire, la responsabilité, l'efficacité. On estime que le cumul doit se faire pour l'OMR. Après, je vais vous répondre pour être totalement honnête à titre personnel. Pour l'OMR, le cumul peut se faire pour les communes qui sont en deçà de 50 000 habitants. Il est évident qu'à la ville de Bruxelles, si on a un gros portefeuille, pour vous donner une commune très clairement, c'est peut-être plus difficile à gérer ce cumul-là. Mais pour les plus petites communes, je pense à des communes rurales qui sont à 5, 10, 15 000 habitants, je pense qu'en termes de disponibilité, c'est tout à fait possible d'être un échevin et en même temps d'être un parlementaire régional, par exemple. Et en termes d'expertise que ça peut apporter au Parlement, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, pour vous dire, moi, à titre personnel, je suis pour le décumul complet. Davantage pour regagner la confiance des habitants, et davantage aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas parfois des conflits d'intérêts au sein du Parlement. Mais je crois que c'est important qu'on montre vraiment l'exemple là, et qu'on se dise absolument c'est plus possible. Mais ceci dit, ce que je dis, je suis bien conscient que ça va poser des problèmes. Parce qu'un
un échevin d'une commune de 12 000 habitants qui gagne, moi je sais pas moi, 1400, 1500 €, il faudra s'assurer que pour compléter, s'il a envie de compléter, il ne passe pas dans une activité privée. Enfin, ça peut avoir des difficultés aussi. On doit se poser les questions sereinement. Et donc je pense qu'il faut aussi aborder la problématique du cumul des rémunérations. C'est ça finalement qu'il y a derrière ça. Mais ce que je veux pouvoir dire aussi, c'est que il n'y a pas uniquement cette question-là. Ce qui est aussi fondamental, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'efficacité, c'est le nombre de structures. Il y a d'autres mécanismes aussi qui pourraient donner un peu plus de liberté. Le MR milite depuis plusieurs années sur la suppression de la suppléance, sur la suppression de la dévolution de casse de tête. Au sein de la région bruxelloise, il y a trop de mandataires. À titre personnel, moi je suis même pour réfléchir à une plus grande intégration des communes. Donc il y a beaucoup plus de réflexion. Le spectre de la gouvernance ou de la transparence, il est bien plus large que simplement le cumul des mandats. Pierre Chaudoir, vous vouliez intervenir. Oui, Vos lunettes, j'arrive pas à me faire ces deux verres différents. C'est juste le côté carré du MR, le côté rond des socialistes. Simplement, on a l'impression qu'à Bruxelles, tout le monde a quelque chose à dire, mais personne n'a de compte à rendre à personne. C'est la première chose. Et puis, vous jeunes, en France, il y a l'ENA, avec les dérives que ça chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas une espèce de petite formation, finalement, pour tout candidat élu communal qui permettent de comprendre les arcanes du pouvoir, ne fût-ce que parler la langue des autres. On a quand même un Premier ministre qui baragouinait le flamand, c'est intolérable. Et juste ça, d'avoir une petite mini-formation pour éviter que Stromae se trouve sur les listes aux prochaines élections pour rapporter des voix alors qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Votre réponse dans un instant, d'abord Emmanuel Damblon là-dessus. Oui, je voulais rebondir sur l'histoire du décumul comme façon de regagner la confiance du citoyen. Je crois que c'est un peu délicat dans la mesure où c'est tout de même une réaction par rapport à une très grande situation de défiance et il n'y a aucune vision dans cette histoire de décumul. Je pense que ce qui manque cruellement, c'est une vision, quelque chose de positif, une nouvelle utopie en quelque sorte. Alors d'abord sur l'ENA à la bruxelloise, David Westman, c'est une bonne idée ça ? Moi, je trouve que si Stromae veut se présenter sur les listes, encore plus d'ailleurs sur les listes MR, je l'y invite, c'est une excellente chose. Mais non, mais déjà sérieusement, on ne doit pas donner l'impression, surtout dans un système comme le nôtre, qui est quand même plurinominal avec des listes, qu'on doit toujours avoir des gens qui ont fait 6 ou 7 ans d'université. Donc on ne doit pas donner cette impression. Il y a différentes formations. Il y a des formations de vie. Moi, je suis ingénieur commercial et puis j'ai fait une spécialisation en économie, mais j'ai probablement pas du tout la même appréciation que quelqu'un qui est boulanger ou quelqu'un qui est fonctionnaire. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille avoir une école. Par contre, au moment où on est élu, qu'il y ait des formations, qu'il y ait des explications, notamment sur les mandats, parce que vous avez demandé pour les mandats de mon collègue socialiste. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai été élu, par exemple, j'ai tout de suite dit que j'étais intéressé par le logement et j'ai appris que la loi communale m'imposait finalement de siéger dans certaines intercommunales puisqu'il faut être conseiller communaux pour siéger dans des intercommunales. Or, nous n'avions pas assez d'élus. Pour vous donner un bête exemple, là, ça s'est vraiment passé comme ça. Donc évidemment, je me suis renseigné. Évidemment, comme j'étais diplômé en économie, on m'a plutôt mis dans des intercommunales liées à l'économie. Mais ça nécessiterait une formation. Une formation d'abord sur l'entreprise, mais aussi une formation de façon plus générale, une formation liée à la gestion ou à la mission de service public, et ça, il n'y a pas. Donc je la mettrai plutôt peut-être après l'élection. Là, au moment... Et alors après, excusez-moi d'insister, il y a aussi deux choses. C'est moi, comme conseiller communal, je suis un élu, je pourrais avoir une formation, mais c'est tout à fait un autre métier de siéger dans un conseil d'administration. Ça n'a juste rien à voir. D'ailleurs, je pense qu'on devrait ouvrir les conseils d'administration des intercommunales à des non-conseillers communaux, ce serait une bonne chose, à des experts de l'extérieur, qu'on pourrait d'ailleurs peut-être bien rémunérer et mieux rémunérer que des conseillers communaux qui siègent dans ces conseils d'administration. Yannick Piquet, sur la question d'Emmanuel Damblon, sur comment enchanter la politique de demain, est-ce que vous voyez, parce que vous avez une vision un peu positive. Moi j'ai une vision extrêmement positive et très claire. Donc là maintenant, effectivement, tout est à la réaction, je suis assez d'accord. C'est pour ça que je vous dis que nous on défend cette position notamment sur le décumul depuis longtemps. La question de la transparence, pour moi, c'est même pas une question. Je veux dire, la transparence, ça me semble juste logique quand il s'agit de deniers publics. Je crois que dans la Constitution, il est écrit que le citoyen peut obtenir les informations sur les administrations et sur les hommes politiques qui utilisent cet argent-là. Donc ça, j'ai absolument pas de problème. C'est sûrement pas écrit comme ça. Mais par contre, sur l'enchantement, là, je crois qu'il y a des positions à avoir idéologiques, qu'il y a des positions qui sont sorties, qui ont été défendues par le PS,
généralement bien avant par les jeunes socialistes. Il y a d'abord la réduction du temps de travail. Ça, c'est équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ça, je crois que c'est quelque chose de fort, d'intéressant, qui permettrait de résoudre pas mal de problèmes en Belgique. Il y a la globalisation des revenus, qui permettrait à un moment de mettre un peu plus d'égalité entre les gens qui travaillent et ceux qui profitent. Ceux qui profitent ne sont pas les chômeurs, ceux qui profitent, ce sont les rentiers. Des dirigeants. C'est tout ce que vous expliquez, on tourne en rond, là. Ah oui. Vous ne faites qu'une chose, c'est au niveau du peuple, mais le peuple est en révolte. Que les échevins, qui sont des élus, dans la lettre, le communiqué de notre ami Loretta Collins, qui dit « j'ai pas pu éduquer mes enfants parce que je m'occupais de politique », presque nous responsabiliser qu'elle soit élue, on lui a rien demandé, non? Ah oui, mais ça, je ne veux pas commenter directement. Ce sera intéressant. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi, par rapport à ça? C'est elle qui dirige Bruxelles, par exemple. C'est pas un secret pour personne. Je ne crois pas que c'est elle qui dirige Bruxelles. Bon. Je crois que le ministre-président, c'est Rudy Vervoort. Je crois qu'elle dirige la fédération. Elle dirige la fédération du PS. Elle dirige Bruxelles, soyons clairs. Et effectivement, je pense que ce soit une vie de chef d'entreprise ou que ce soit une vie d'élu, ça prend du temps. Et forcément, on doit abandonner une partie de sa vie familiale. Et c'est pour ça que la réduction du temps de travail, tant pour les élus qui passeraient par un décumul de mandats. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que c'est impossible pour un indépendant. Et je ne vais pas terminer, il y a aussi l'individualisation des droits sociaux, quelque chose d'important. Oui. Je vous propose de passer au sujet suivant. On va parler un peu de la situation du Parti socialiste. On a un peu tourné autour, là, finalement. Oui. On va en parler. J'aimerais qu'on voit ce petit reportage. On a fait le portrait de Philippe Claus, qui a remplacé Yvan Mayer. C'est le premier jour de Philippe Claus comme futur échevin. C'est Diane Warland et Quentin Rossels qui l'ont suivi. Philippe Claus est un homme pressé ce matin, mais sur le chemin de l'interview, une habitante du quartier a tenu à le saluer. Il prend alors le temps. Je vous encourage à travailler pour le bien-être de la société et que tout aille bien pour vos nouvelles fonctions. Le contexte est difficile, la responsabilité importante. Son parcours politique a été évoqué 1000 fois ces dernières heures. Aujourd'hui, l'actuel échevin du tourisme est prêt à se livrer plus intimement. Qui est l'homme de 46 ans qui se cache derrière ce titre de futur nouveau bourgmestre de la ville de Bruxelles. On fait de la politique parce qu'on a envie de changer les choses, qu'on a envie de bousculer les choses, qu'on a envie, moi personnellement, de combattre l'injustice. Je viens, c'est vrai, d'un monde, je ne suis pas issu d'un monde populaire, je le reconnais, d'un monde ouvrier. J'ai eu beaucoup de chance dans ma famille d'avoir une bonne éducation, d'avoir des parents très très aimants et très derrière moi, mais j'ai toujours été révolté par ce que je pouvais voir comme inégalité et comme misère humaine. Philippe Claus joue le jeu, même quand il s'agit d'évoquer ses faiblesses, voire les travers d'un système politique en pleine mutation. Je pense que parfois, j'ai pu un peu trop embrasser, à vouloir voir trop de matière. C'est pour ça que j'ai fait une déclaration hier immédiate pour dire que je renonçais à mon mandat de député, à mon mandat de chef de groupe, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, et que j'allais démissionner de tous les mandats qui n'étaient pas liés directement à ma fonction de bourgmestre et des compétences qui y sont attachées. Je crois que l'ère aujourd'hui est à se concentrer à 100% sur un job plutôt que sur plusieurs jobs. Papa de 2 garçons, marié à une Américaine, Philippe Claus a des passions comme tout le monde. La carrure physique trahit une longue pratique du rugby. Est-ce que le rugby laisse des traces dans votre quotidien ? Alors d'abord des traces physiques, j'ai beaucoup eu de blessures au rugby et je les sens avec le poids des années, même si je ne suis pas très vieux. Mais au quotidien, c'est la pugnacité, le fait de ne pas reculer, d'avoir envie d'avancer, mais surtout la solidarité. Moi je pense que c'est ça que m'a apporté le rugby. Au rugby, vous ne savez pas avancer seul. Vous avez besoin de l'équipe, vous avez besoin d'être solidaire. Et dans une mêlée, puisque je jouais 3e ligne centre, vous êtes le dernier homme qui pousse la mêlée. Mais elle doit être soudée, elle doit être tenue pour gagner le ballon. Et c'est cette image-là que je trouve la plus importante, parce que toute ma carrière politique, elle est basée en fait sur un grand principe, faire plus de solidarité dans notre société. Philippe Claus a désormais 18 mois pour convaincre les électeurs. Ayant renoncé à tous ses autres mandats pour endosser le costume de bourgmestre, il joue désormais sa carrière. Une prise de risque qui vient comme certifier la sincérité de son discours et de son engagement. Alors là, on a vu donc le portrait de Philippe Claus qui va succéder donc à Yvan Mayer. Yannick Piquet, est-ce que vous faites du rugby ? Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être un élément positif. Vous voyez à ma carrure que je suis un grand rugbyman. Non, je ne fais pas de rugby. Non, et David Weitzman, vous faites parce que vous avez la carrure d'un rugbyman. J'en ai fait quand j'étais petit. Ah ben voilà. Bon, Yannick Piquet, pour parler du PS maintenant. Il y a d'abord toute une série de militants du PS, mais d'élus aussi, ont lancé Groupons-nous et demain. Et j'ai pas vu votre signature. Non, donc moi. Pourtant, il y a pas mal de jeunes socialistes dedans. Il y a quelques jeunes socialistes, en effet, mais moi j'ai la chance de pouvoir m'exprimer directement dans les instances du parti. Vu que je suis au bureau de la fédération, je suis au bureau du parti, donc je peux exprimer ma position.
Et qui plus est, je porte la parole des jeunes socialistes dans leur ensemble, et donc c'est un peu difficile de rentrer dans un autre groupe, mais ce sont des initiatives intéressantes, que les militants puissent discuter entre eux, puissent trouver un moyen pour canaliser leur colère et en faire quelque chose. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est bien qu'ils le fassent, mais sans vous, j'ai bien compris. Est-ce que, on a vu votre collègue Maxime Felon, il mettait quand même Elio Di Rupo en garde, en disant qu'il fallait faire quelque chose, sinon il fallait partir. Vous tenez le même discours aussi dur que si rien ne se passe, le président doit partir? Je ne crois pas qu'il a dit que si rien ne se passe, il fallait que le président parte. Exactement. Je pense que ce qu'il a voulu dire, et ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est plutôt qu'il fallait à un moment des actions concrètes. Il fallait effectivement mettre en place le décumul des mandats rapidement, qu'on ne tourne plus autour du pot sur cette question-là, qu'on ne repousse pas ça au calendrier grec. C'est un message qui avait été porté lors du rassemblement participatif des militants qui a eu lieu le 3 juin à la Madeleine, et notamment par beaucoup de jeunes, mais pas que des jeunes. Je ne crois pas non plus que ce soit une opposition intergénérationnelle ou que ce soit une opposition entre les élus et les militants. Il s'agit d'un problème global. Pour moi, le socialisme, c'est trouver une solution collective à des problèmes individuels. Et là, c'est exactement ça. Il y a des problèmes individuels qui sont posés et il faut avoir maintenant une solution collective pour ça. Et ça, il faut que les militants et les élus travaillent ensemble. Nicolas Rosin. Il y a quelque chose par rapport au PS que je trouve vraiment pathétique. Alors vous aviez 12 ans, 13 ans quand la Carole Aurégienne a éclaté. Moi j'étais tout jeune journaliste à Charleroi et on nous avait promis que ça allait changer, c'est l'histoire des parvenus, etc. On est entre 10 et 15 ans plus tard. Non seulement rien n'a changé, mais on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui tenaient le discours du changement qui sont encore là en fait. Et qui nous disent maintenant, ça va changer, il y a des réactions. Parmi les gens dont vous parliez tout à l'heure, qui ont signé cette fameuse petite charte pour le changement PES, il y a Julien Huttendal, qui a été un des premiers à pouvoir bénéficier d'une forme de népotisme, il faut dire les choses comme elles sont, et qui signe ça pour dire il faut du changement. Et là, je trouve que c'est des très mauvaises réactions, parce que le signal que ça donne non seulement aux citoyens, mais même aux jeunes militants comme vous, qui avaient l'air sincères, pour être honnête, et engagés, c'est de dire quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est quand même toujours les mêmes qui prendront la priorité. Et ça, c'est inacceptable en politique. Emmanuel Damblon. Mais je pense qu'il y a deux questions différentes et je me demande laquelle est la bonne. C'est-à-dire une question, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est est-ce que c'est l'esprit, c'est le projet socialiste lui-même qui est périmé, et alors il faut peut-être envisager d'en parler, ou alors est-ce que c'est qu'il y a une incompétence citoyenne et démocratique et qui fait que les discours qui sont tenus sont complètement creux. En tout cas, ça ne convainc plus personne. Donc, est-ce que c'est le projet en lui-même qui est obsolète ou est-ce que simplement on ne sait plus utiliser les institutions comme on le devrait? Répondez, et après David Weitzman aussi interviendra. C'était pas vraiment une question ce que vous m'avez C'était pas une question, c'était une affirmation. Oui. Est-ce que rien n'a changé? Bon, moi je pense pas. Je crois qu'il y a eu des évolutions. Je suis pas sûr que toutes les évolutions ont été positives. Je crois qu'à un moment, effectivement, il faut remettre le projet socialiste au centre du débat. Il faut que les militants, parce que moi c'est vraiment là-dessus que c'est avec eux que je travaille et c'est ce qui m'anime le plus. Le PS c'est 99,9% de militants à un moment ou à un autre. Alors c'est vrai qu'il y a 0,1% d'élus et c'est vrai que parmi ces 0,1% d'élus, il y en a qui font des erreurs. Mais le pouvoir du PS, il est chez les militants. C'est à eux de se remobiliser, c'est à eux de prendre leur pouvoir en main et à un moment de dire non, c'est vous que... C'est notre mandat que vous représentez à un moment ou à un autre. C'est nos voix que vous portez quelque part. Donc c'est à mon avis à eux à un moment de mettre le haut là. Et je suis sûr que c'est de là que viendra les potentielles solutions. Je crois que ce sera des solutions bottom-up plutôt que top-down. Est-ce que le projet socialiste est périmé? En tout cas, moi je ne m'engage pas pour un parti, quoi qu'il arrive, et sans réflexion derrière. Moi, forcément, j'ai une vocation à être à gauche. Je ne me vois pas avoir un autre engagement que cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, il y a il y a un combat pour l'inégalité qu'il faut continuer et il faut essayer de résoudre. Il y a un combat pour, effectivement, l'égalité des droits, pour l'égalité de tout le monde devant la justice. Enfin, si on doit choisir, il y a quelques grandes valeurs dans le monde. Si on doit choisir entre la valeur égalité et liberté, bien que j'aime les deux,
Moi, je préférais toujours une égalité qui permettra une liberté des individus. Je le connais, mais ce n'est pas qu'un discours pour beaucoup de gens. En tout cas, pour moi, en tant que militant, c'est pas du tout un discours. C'est quelque chose auquel je crois et auquel j'adhère. Et si je dois adhérer à ça à un moment dans autre chose qu'une formation politique, et que ce soit un moment dans un mouvement citoyen ou autre, je le ferai autre part. Mais en l'occurrence, là, je pense que c'est encore possible de le faire au PS. C'est vraiment ce que je crois. Aujourd'hui, vous y croyez encore. David Weissman, est-ce que ça veut dire que demain, peut-être, des majorités PS-MR auraient du plomb dans l'aile parce que le MR n'aurait plus confiance en le partenaire PS ? Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même pouvoir dire que je ne suis pas socialiste, ça vous l'avez bien compris, je pense, donc je ne vais pas parler des affaires qui animent le PS, mais je crois, et je ne partageais pas votre avis, que c'est maintenant qu'il faut faire cette réforme. Même si c'est dans l'émotion, même si elle n'est pas parfaite, même si on est toujours, attention, c'est pas le bon moment, il ne faut pas faire une réforme après un scandale, il faut le faire maintenant, parce que Yannick, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera pas. Il faut le faire maintenant sur une transparence complète des mandats, une transparence complète du patrimoine. Il faut le faire maintenant sur une réforme des structures. Il faut le faire maintenant sur une diminution du nombre de mandataires. Mais tu dis oui, mais tout à l'heure, j'avais l'impression que tu disais pas tout de suite. C'est vraiment maintenant. Si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. On l'améliorera dans un an. Mais c'est le bon moment. Parce que si c'est pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire ? On en parle depuis 10 ans. Et aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ans, on a deux choses fondamentales qui sont différentes. Un, on a des moyens technologiques qui nous permettent de centraliser toutes ces informations en quelques secondes. Et deux, on a la possibilité d'avoir une démocratie beaucoup plus directe. Et c'est ça que souhaitent les citoyens, où les citoyens peuvent être informés en tout moment et en tout lieu de l'ensemble des mandats, de l'ensemble des structures, de ce qu'on fait également. Et là, on a un devoir pédagogique d'expliquer ce qu'on fait à tous les endroits. Ça veut dire maintenant en 2017 et pas maintenant en 2018, en 2019. Maintenant, tout de suite. Je pense que là, maintenant, hier, il y avait une conférence au sein de la ville de Bruxelles où on expliquera pour la ville de Bruxelles, pour ma commune, on prend ses responsabilités, un peu une réforme et une réforme de notre structure. Il était temps, vous avez raison, il est temps à la ville de Bruxelles, il est temps dans les 18 autres communes, il est temps à la région et il est temps pour tout le pays. Il est temps simplement de donner la transparence, simplement de la transparence. Je laisse le dire. Est-ce que vous disiez que vous étiez dans des intercommunales parce qu'il n'y avait pas assez d'élus ? Oui, mais alors du coup, là maintenant le MR a demandé qu'il n'y ait plus que 3 mandats rémunérés. Absolument, oui. Donc maintenant vous quittez ces intercommunales, qu'est-ce qui se passe si vous dites qu'il n'y avait pas assez d'élus pour aller dedans et vous dites c'est maintenant ? Alors à la seule différence, vous avez totalement raison, c'est qu'aujourd'hui on en a 2 de plus, ce qui n'était pas le cas avant. Deux conseillers communaux. Nous avons 2 conseillers communaux de plus. J'ai déjà démissionné de 3 mandats quand ces conseillers communaux sont arrivés. Et je pense aussi, et là je le dis parce que je dois aussi balayer devant ma porte, c'est dans les quelques critères que je vous ai donnés, certainement sur le salaire, j'ai rien à m'approcher, certainement sur, j'espère en tout cas, je fais ça du mieux que je peux, mais sur le temps, sur la mise à disposition, c'était difficile. Si j'avais des amis autour de la table, dirait David, à un moment donné, t'en peux plus. Et c'est vrai que c'était difficile. Alors on n'est pas des surhommes, je ne veux pas faire le malin, c'est pas ça. On donne plus de temps que la plupart des gens, on peut bien le reconnaître, de travailler le soir et les week-ends, mais même à un moment donné, ça devient excessif. Donc ça, il faut que les partis, les structures autour de nous le comprennent aussi à un moment donné. Et puis il faut qu'on ait aussi la force de caractère de dire non. Quand on est un jeune conseiller communal, qu'on vient d'arriver, qu'on nous propose certaines choses et qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, il faut bien le reconnaître. Je ne suis pas stupide, je me suis renseigné. Mais je ne me rends pas toujours compte de ce que ça implique. Je suis président du foyer Laquenois. Je ne savais pas au moment où, je vous avoue, où je suis rentré il y a 1 an comme président du foyer Laquenois, qu'il y avait 4 ASBL qui dépendaient du foyer Laquenois, dans lequel j'ai des réunions, j'ai des responsabilités. Elles sont pas rémunérées. Je ne m'en plains pas, c'est mon choix. Mais c'est du travail en plus. Tout ça est trop complexe, en fait. Oui, je crois qu'il faut se poser la question des structures. On va avancer. Je vais peut-être laisser juste un mot de conclusion sur ce dossier-là à Yannick, sur l'avenir demain du PS. Qu'est-ce qui doit se passer en dehors de ce congrès où on va voter ? Est-ce que c'est aussi une question de personnes ? Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent partir pour laisser la place à des plus jeunes ? Ça c'est de nouveau, ça c'est vraiment être dans une vision du dégagisme à mon sens, de vouloir absolument faire partir des personnes pour en faire mettre d'autres. Et moi c'est pas ni mon intérêt ni ce que je défends. Okay. Moi ce que je trouve important à un moment, c'est faut à un moment faire la clarté, c'est pas normal, il faut prendre des règles claires, il faut que si quelqu'un à un moment dérape complètement, on puisse procéder à son exclusion sans tourner autour du pot pendant des heures. Sur la publication du cadastre des mandats publics-privés, sur la fin du cumul avec les fonctions privées également, qui sont un problème qui est présent dans toutes les partis politiques, ça il faut avancer. Et ce que je pense, et ce que nous on revendiquera, c'est si on n'avance pas au niveau des autres partis et qu'on ne sait pas trouver un accord, eh ben c'est pas grave, nous on le fera. Ça c'est
c'est le début. Après, effectivement, il faut réenchanter la politique, il faut aller sur le terrain, il faut aller parler aux gens, il faut discuter avec eux. On verra au congrès du PS ce qui se passera. Maintenant, on va passer à cette rubrique qui est faite pour un petit peu avoir un peu d'air frais dans cette émission. Oui, et je vais vous présenter 4 visages de personnalité à chacun. On va commencer par vous, Yannick Piquet, donc il faudra que vous regardiez le petit écran qui est devant vous. La première personne, c'est Christophe Rocus, le tennisman qui a fait un commentaire malheureux à la RTBF, puis Marina Gilles, la conseillère communale bruxelloise qui a quitté Écolo, Caroline Désir, la nouvelle chef de groupe PS au Parlement bruxellois, et enfin Philippe Geluck, distingué par l'État français à l'occasion d'une remise d'insigne par l'ambassadrice de France. Alors qui choisissez-vous? Rocus, Nagy, Désir ou Geluck? Normalement, je devrais prendre Caroline Désir et de ma commune, mais je vais prendre Marina Guy. Et qu'est-ce que vous avez à en dire de Marina Gilles? Eh bien, honnêtement, pour l'avoir rencontrée une seule fois et avoir suivi un tout petit peu sa campagne en 2014, j'ai l'impression que ça a toujours été quelqu'un d'honnête, qui défendait vraiment ses propositions. Sincèrement, elle avait fait une campagne très intéressante sur les 70 propositions qu'elle faisait à Bruxelles, puisqu'elle était 70e candidate. C'était des propositions intéressantes. Et de manière générale, moi j'ai beaucoup de respect pour le mouvement écologiste, parce que je trouve qu'à mon sens, ça devrait être une contrainte qui soit intégrée par tous les partis de manière générale, et que ça devrait être beaucoup plus présent partout. Et pour vous, David Weitzman, je vais vous proposer d'abord Robert Vertenoy, le nouveau boss de la FGTB. Aurel, c'est l'homme qui a enlevé la petite Gianne pendant 22 heures. Puis Bob Dylan, le prix Nobel de littérature qui aurait plagié son discours. Et enfin, Jean-Michel Sèvres, qui retrouve son frère dans l'équipe du Logis Odergame de tennis de table. Alors nous avons Vertenoy, Aurel, Bob Dylan ou Sèvres. Eh bien, je dis Marine Nagy, pour la laïcité. Trop facile. Non, je dois avouer trop facile, mais... Oui. Alors, j'apprécie le sport. Je pense que le sport doit faire partie des politiques publiques de façon générale et qu'on doit les soutenir davantage. Pour faire plaisir à Alain Courtois, ça, vous dites ça, non? C'est probablement... Disons que certainement pas pour lui faire plaisir, mais qu'Alain Courtois m'a ouvert les yeux sur toute une série de choses par rapport aux missions de service public liées au sport. Oui, certainement. Est-ce que vous serez le prochain échevin libéral à la ville de Bruxelles? Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, ils sont en train de travailler sur les mandats. Et puis, je pense que vous avez introduit le sujet correctement. Et dans un second temps, je pense que le collège, le MR, communiquera sur le nom. Mais je faisais partie des candidats au sein de ma formation. Vous êtes en pôle position. Et donc, de pôle à pollution de l'air, on ne va pas très loin. De nouveaux chiffres alarmants ont été publiés cette semaine. Un reportage d'Aline Jacobs et Nicolas Kenartz. Rue Béliard, rue de la Loi et avenue des Arts, 3 rues et chaque jour des milliers de véhicules qui circulent et polluent. Durant un mois, l'organisation Clean Earth a mesuré les concentrations de dioxyde d'azote. Les résultats sont préoccupants, entre 69 et 99 microgrammes par mètre cube, des valeurs largement supérieures à la limite moyenne annuelle de 40 microgrammes, des résultats qu'il faut nuancer pour la cellule interrégionale de l'environnement. Il faut quand même faire attention à une chose, il ne faut pas comparer des valeurs qui ont été faites là en, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure, je ne connais pas le détail de l'étude, c'est des moyennes sur une courte période. La norme européenne est une moyenne annuelle. Donc si on veut respecter une moyenne annuelle de 40 microgrammes par mètre cube en dioxyde d'azote, il n'est pas illogique qu'au moment des pointes de trafic notamment, on ait des valeurs supérieures à ces 40 microgrammes par mètre cube. Des pics de pollution importants, une situation peu idéale, mais pas de quoi s'alarmer pour la santé. Je pense que pour la pollution de l'air, le plus important reste quand même toujours l'exposition chronique, c'est-à-dire la moyenne sur le long terme et pas des pics de pollution d'une demi-heure ou d'une heure chaque jour. D'un autre côté, beaucoup d'études montrent que dans les villes européennes, au niveau de pollution que l'on a dans nos cités, faire du vélo reste toujours beaucoup plus bénéfique que la santé. Le bénéfice via l'exercice physique est meilleur que le risque qu'on a en le faisant dans un milieu un peu pollué. De son côté, l'organisation Clean Earth regrette le manque de réelles mesures en région bruxelloise pour lutter contre la pollution. Alors on parlait tout à l'heure d'écologie avec vous, Yannick Piquet, vous disiez c'est important, et la pollution à Bruxelles, ça reste un problème, la pollution sonore, mais aussi la pollution de l'air. Est-ce que là, il y a des solutions? Vous voyez des choses qu'il faudrait faire rapidement sur Bruxelles? Déjà, ce n'est pas la première fois que Bruxelles est ennuyée pour la question de la pollution de l'air. Il y a un mouvement qui existe à Bruxelles qui se plaint par rapport à ça. Je crois que juste là maintenant, sur l'ONG qui a fait ça, ils sont surtout plaints parce que une des stations de mesure n'a pas été prise en compte. Et la région, ou Bruxelles, enfin l'administration régionale, s'est défendue en disant « Ouais, mais bon, la station est à moins de 25 mètres du carrefour d'Arlois, donc
honnêtement, ça va un peu fausser les chiffres, ce qui n'est pas faux si on met si on met la même station de mesure au bois de la Cambre, forcément on n'aura pas les mêmes chiffres. Maintenant, oui, effectivement, l'écologie c'est important. Et au-delà de ça, il faut à un moment repenser. Enfin, il ne faut pas imposer les choses de manière drastique, mais il faut repenser plein de choses à Bruxelles, et notamment principalement l'usage de la voiture. Je crois qu'on a des problèmes d'embouteillage permanent, toutes ces questions-là de mobilité. Il faut essayer de travailler un maximum là-dessus. Et puis il faudrait aussi penser à faciliter l'usage des transports publics, peut-être mettre en place la gratuité des transports publics. Il faut travailler sur le ferroviaire. Le ferroviaire, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, et je trouve que là aussi, c'est un scandale sans nom. Là, vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut vous répondre sur le ferroviaire, parce que vous travaillez chez le ministre Belot. Ça, c'est le cumul. Donc, le RER, est-ce que ce serait une solution à la pollution à Bruxelles, si on utilisait mieux les chemins de fer? Ce qui est une solution, normalement, je commande peu mon activité comme conseiller, mais je vais le faire avec plaisir. Le RER, plus que le RER, dans ce qu'on appellera tout simplement l'offre suburbaine, ou l'utilisation et la bonne information des 65 km de voies ferrées qu'on a à l'intérieur de Bruxelles, le fameux réseau S, par rapport aux 45 km de métro. Et donc là, je pense qu'aujourd'hui, avec le gouvernement fédéral, M. Belot, mais également avec le gouvernement régional, il y a quand même une volonté de travailler ensemble. Il y a déjà des progrès sur déjà communiquer sur ce qui existe, premièrement, informer les citoyens, les encourager à faire plus de démarches d'intermodalité, donc changer de moyen de transport, mais en même temps s'assurer évidemment que les travaux sont finis. Ça, c'est une problématique plus fédérale. Pour revenir sur la qualité de l'air, je pense que le MR a fait toute une série de propositions, notamment les zones de basse émission, qui ont été d'ailleurs reprises après par le gouvernement régional bruxellois, des différentes réflexions sur le comportement des automobilistes. Tant qu'on aura de la congestion aussi forte à l'intérieur de la région bruxelloise, c'est vrai que ça va rester assez compliqué. Mais maintenant, ça me paraît un sujet fondamental, évidemment, l'air. Pierre Chaudois. Ben le RER, c'est le monstre du Loch Ness, j'espère qu'on le connaîtra de notre vivant. Et vous parliez de la station, ce qui est important, c'est que l'Arlois, avenue des Arts, c'est juste en face de l'ambassade des États-Unis. Mais ce n'était pas pendant la présence de Donald Trump. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte où effectivement le vélo, on est pour, mais tant qu'il n'y aura pas de moyens de transport pour rentrer dans Bruxelles de manière plus directe, c'est peine perdue. De nouveau, on tourne en rond. Il n'y a pas de solution en fait. Je me permets de répondre tout simplement parce que quand on dit le RER, c'est le monstre du Loch Ness, je vais réexpliquer que l'offre suburbaine, l'offre de train, c'est ce qui importe, ça existe déjà. Il faut l'expliquer aux gens. Aujourd'hui, il y a par rapport à, lorsque les travaux du RER seront finis, un timing qui a été maintenant bien défini, planifié, il y a déjà près de 70% de l'offre. Donc la différence entre aujourd'hui et jusque d'ici 2026-2027, le ministre répondra ça mieux que moi, il y a déjà 70% de l'offre. Or, aujourd'hui, l'offre est en sous-capacité. Si on habite à Rixensart, si on habite à Roth-Saint-Genès, si on habite à Waterloo, si on habite à Halle, si on habite à Aachen, si on habite à Boxtal, il faut prendre le train. Et ça, il y a un effort pédagogique qui doit être fait, probablement par les médias, par vous-même, probablement par nous également, tous ensemble par les communes. Donc le RER, l'offre suburbaine, elle existe déjà. Moi, j'habite pas loin de Schuman, j'ai une chance absolument inouïe, où là, on a le métro, le train, des directs, etc. Mais les gens doivent aussi changer de comportement, c'est ce qu'on appelle le mental shift, et on doit expliquer. Pour changer de comportement, il faut que toutes ces gares de la périphérie alors soient mises en tarif intégré. Parce que payer son train, arriver à Bruxelles, oui, devoir vous payer. avez raison. Donc ça, c'est peut-être le dernier maillon alors pour utiliser cette offre-là pour toutes ces personnes justement qui vivent le Brabant wallon autour de Bruxelles. Il y a effectivement, il y a des réflexions. Ensemble, les ministres viennent de décider de quelque chose il y a quelques semaines, d'avancer sur ce qu'on appelle l'intégration tarifaire. Ça existe déjà à l'intérieur de la région bruxelloise. On est un bon élève puisqu'il y a le fameux Jump. On a des produits intégrés, mais on doit aller de l'avant. Ça se fait à Bruxelles, on doit aller de l'avant, mais ça se fait également à Liège, à Charleroi, à Anvers. La problématique est assez similaire dans toutes les grandes villes du pays, en Europe d'ailleurs. Même la gare de Linkebeek, sous prétexte qu'elle est effectivement, juste après, qui est en partie d'ailleurs sur. Donc ça c'est effectivement ubuesque, mais on peut espérer que ça va se régler. Je propose de passer à notre dernier sujet. Pendant la semaine, on a vu ces images terribles de cet incendie de tours à Londres. Et évidemment, on s'est posé des questions sur les incendies, sur les tours à Bruxelles. Et on a vu que les pompiers ont expliqué comment ils travaillaient, et on a vu aussi les mesures de sécurité de logement. Alors, vous êtes tous les deux impliqués dans les logements. Donc, par exemple, Yannick Piquet, vous disiez tout à l'heure, effectivement, que vous vous occupez de logements étudiants. Est-ce qu'en termes de sécurité aujourd'hui, est-ce qu'on est au top ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire ?
Quand toutes les procédures sont respectées, on est au top. Maintenant, les procédures ne sont pas toujours respectées. Alors on peut dire qu'elles sont complexes et autres, mais elles permettent généralement d'avoir une bonne sécurité. Quand on a le SIAMU qui a délivré les documents officiels qui attestent de la sécurité d'un bâtiment, généralement c'est assez contraignant et ça permet d'avoir quelque chose de nickel. Ce qui s'est passé à Londres, ce qui est surtout malheureux, c'est que quand on voit déjà le prix des loyers à Londres, quand on voit les quartiers où ce genre de choses sont plus susceptibles de se passer, on s'inquiète vraiment parce qu'on voit vraiment une ville complètement duale, avec des quartiers où c'est inimaginable et des quartiers qui sont un peu laissés à l'abandon, où probablement les promoteurs immobiliers font moins d'efforts parce qu'ils savent qu'ils vont louer moins cher, et il y a de l'économie sur les matériaux, de l'économie sur on va pas mettre un détecteur à incendie, il y a pas ceci, il y a pas cela, mais bon, on va quand même mettre des gens dedans, et puis voilà, on a la catastrophe qu'on a, parce que c'est quand même assez dingue d'avoir ça à Londres, quoi. Je veux dire. Oui, mais la question aussi est de savoir, est-ce qu'à Bruxelles, il y a un risque pour cela, ou est-ce que nos contrôles sont suffisants? David Westman, vous parliez tout à l'heure du foyer Lacquenois, vous connaissez ces problèmes-là? Oui, je suis donc administrateur du foyer Lacquenois, comme ça j'explique, et parmi les administrateurs du foyer Lacquenois, il y en a un qui est désigné comme président du conseil d'administration, donc c'est pas moi qui gère l'entreprise, mais je suis quand même le président du conseil d'administration, et donc après l'émotion, évidemment, c'est posé toute une série de questions. Je veux dire que les experts m'ont tout de suite dit ce qui s'est passé à Londres est particulièrement préoccupant. Il y a déjà eu plusieurs incendies en région bruxelloise dans les appartements, ça dépasse rarement la cellule même, l'appartement, le premier étage. Généralement, on a plutôt des inondations incroyables par les pompiers, mais ça dépasse rarement. Là, bon, il y a des ingénieurs qui m'ont expliqué un peu le processus. Je présume que dans quelques semaines, on va pouvoir comprendre un peu mieux ce qui se passe à Londres. Maintenant, ici, très clairement, la tutelle, parce que finalement, Yannick est ma tutelle, puisque lui siège à la SLRB, qui est la tutelle notamment du foyer Lacquenois, a mis toute une série de procédures en marche. Nous avons les pompiers qui viennent vérifier à peu près tous les 2 ans, tous les 6 mois, l'intégralité des extincteurs. On a rechangé tous les mécanismes de contrôle également. Donc je pense qu'on met à peu près tout de notre côté pour ne pas avoir ce genre d'incident. Je pense même que d'ailleurs la probabilité qu'on n'en ait pas dans le privé, qu'on n'en ait pas dans le public est probablement beaucoup plus élevée que dans le privé. Et donc je pense que tout est fait en tout cas. Et je souhaite aussi rassurer évidemment la population, mais on fait plus que contrôler, on contrôle, on fait les investissements nécessaires. Quand les pompiers viennent, ils nous font des remarques sur attention au système de sécurité sur les chemins de fuite par exemple. Les investissements sont faits, ils sont faits très très rapidement. Il faut aussi que les gens comprennent que nous avons, et moi comme administrateur ou comme président, une responsabilité civile qui est certes couverte par une assurance, mais une responsabilité pénale aussi. Si demain un directeur me conseille de faire des investissements et que le conseil d'administration ne le fait pas et que suite à ça il y a un incendie, c'est des responsabilités pénales à la clé. Donc il y a une double volonté de s'assurer effectivement que tout est fait à temps et en heure. Yannick Piquet, vous confirmez que le système fonctionne bien à Bruxelles, pour ce type de logement en tout cas? Pour ce qui est des logements sociaux, je crois qu'il y a effectivement beaucoup de suivi et beaucoup de règles qui sont mises en place. Maintenant, vraiment le problème, c'est la découpe de certains buildings, souvent dans le privé, souvent sur des toutes petites surfaces qui ne sont pas enregistrées à l'urbanisme et dont on n'a du coup aucun retour. Et donc c'est vraiment là-dessus. Et ça, la meilleure manière de lutter contre ça, c'est de renforcer les services d'inspection régionaux, notamment la direction d'inspection régionale du logement, qui, elle, envoie des inspecteurs contrôler sur place et qui peut à un moment donner un retour. Tant qu'on n'a pas ce retour, évidemment, c'est un peu difficile de savoir ce qui se passe dans le privé. Merci, on va passer au coup de cœur à présent, comme chaque fois en fin d'émission. Nicolas Roisin, on va commencer avec vous. Vous voulez nous parler d'un magazine, un nouveau magazine qui vient de sortir. Exactement, donc en fait il y a quand même, c'est pas tous les jours qu'il y a un nouveau magazine. Alors ça s'appelle Wilfried parce que ça fait référence à l'ancien Premier ministre Wilfried Martens, évidemment, on en a eu plusieurs, des gouvernements Martens. Êtes sûr que c'est pas Wilfried Van Moer, le joueur de foot? Non, je pense bien que c'est Martens, je ne suis pas sûr. Bon. Alors ça coûte pas très cher parce que c'est 8 €. Donc il y a quand même une bonne centaine de pages. C'est un quadrimestriel. Donc c'est-à-dire c'est une fois tous les 4 mois. Et alors je l'ai lu, pas en intégralité, mais c'est bien fait parce que vous avez à la fois des longues interviews, donc de gens qu'on connaît peut-être un petit peu moins et d'autres qui sont évidemment connus. Et alors il y a des reportages de fond et c'est vraiment purement politique. Mais même pour les non-initiés à politique, ça vaut la peine de le lire. Donc voilà, ça s'appelle Wilfried et c'est en librairie depuis quelques jours. Ça me fait penser à un magazine il y a quelques temps qui s'appelait George, qui était fait par un des enfants Kennedy. Et George pour George Washington. Ici c'est Wilfried pour Wilfried Martens. Bon, chacun son truc. Pauline de Glum, vous voyez haut, hein?
Voyez haut. Oui, un autre registre. Moi, je voulais parler du rooftop du casino Village dans le centre de Bruxelles, sur le piétonnier, qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Et j'y suis allée et c'est bien fait, c'est beau. Et puis c'est chouette, c'est cette tendance qu'il y a à Bruxelles depuis quelques années maintenant d'enfants utiliser un peu ces toits pour offrir un moment où voilà, on boit son verre et on a une vue sur la ville. Moi j'aime bien, l'été dernier finalement c'était le parking 58 avant que ça devienne le centre administratif, et là c'est le casino qui s'y met et c'est un super endroit et la vue est vraiment top. Très belle vue. Et aussi beau temps, hein. C'est ça Pierre Chaudard, vous Oui, voulez mettre en la avant. crise politique passe peut-être mieux avec du soleil, on ne sait jamais. S'il pleuvait, qu'on ronchonnerait plus, on est tous dans le tenue un peu, donc c'est très bien. Ça ne profite pas des centres commerciaux, donc ça ne plaît pas à tout le monde. Je crois que le cinéma et le genre d'opération, et même aussi, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, mais dans tous les cas, on a tous des petits potagers chez nous, et ça devient compliqué. Donc le beau temps fait qu'on est tous très heureux. Et j'en profite pour dire que mon cher Yannick, le rédacteur en chef de Wilfried, s'appelle François Brabant, qui a fait un très beau livre sur l'histoire secrète du PS Liégeois, que je vous encourage à lire. Voilà. Très bien, merci pour ce petit cours d'histoire, Pierre Chaudard. À vous maintenant, Emmanuel Damblon, un livre également. Oui, un livre écrit par un médecin, Jean-Christophe Weber, qui vient de sortir sur la consultation. Et c'est sur son expérience de médecin en consultation, mais aussi une revalorisation d'un métier dans lequel, dit-il, il faut avoir à la fois du tact, le sens de l'éthique et un certain courage. Et je recommande sa lecture à tous, mais certainement en particulier à tous les médecins. Et il faut être patient pour le lire. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est d'un de nos experts qui écrit vraiment avec un scalpel et un nez de clown. Alors, il n'est pas là cette fois-ci, mais il vient de temps en temps. C'est Nicolas Dedecker qui signe dans Le Vif une chronique sur le dernier conseil communal d'Yvan Mayer, et c'est délicieusement méchant. Voilà un extrait. On y était, et c'est si vrai que c'est fou que la salle du conseil de la capitale du pays contient assez de place pour asseoir, en plus des 49 conseillers, de 2 traducteurs et de 2 ou 3 fonctionnaires, pas moins de 8 citoyens. Comme pour qu'on soit bien certain que seuls pourront y assister ceux qui n'ont que ça à faire, c'est-à-dire peu de monde. Voilà, je vais terminer aussi avec un rapide coup de cœur de nos invités. Je ne sais pas si Yannick Piquet, vous avez un conseil à nous donner à XL, peut-être, puisque vous venez d'XL, vous l'avez dit tout à l'heure. On peut dire que c'est à XL. J'ai été il n'y a pas longtemps au magasin de BD. Moi, je suis un grand fan de BD. Il y a une petite BD que j'ai trouvée à XL qui, en plus, rejoint un peu le sujet parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la BD. C'est l'histoire de Louise Michel, qui est une grande héroïne de la gauche française. Et il y a une petite BD très sympa qui porte son nom, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et donc, j'encourage tout le monde à aller, enfin, ceux qui aiment bien ce genre de choses, à aller regarder. La sœur secrète de Charles, alors, c'est ça. David Weisfin, rapidement, 5 secondes, vous aussi, un petit coup de cœur, un conseil. Il fait beau, il y a du soleil, venez vous promener dans le centre-ville. Près de la rue Marchaux-Charbon, il y a plein de petits nouveaux commerçants sympas. Voilà, et rendez-vous sur le piétonnier. Bonjour. Au revoir à tous. On se retrouve le week-end prochain. Merci à tous.